Bonjour Robert, Bonjour Christine. ravi de t'accueillir dans ce podcast des idées à déplier. L'objectif de cet entretien, c'est de partir de quelque chose qui t'a touché, d'une lecture, peut-être d'autres lectures. Et à l'aune de ce que tu vis aujourd'hui, tu vas nous en parler avec les connexions que tu vas avoir faites toi-même dans l'environnement qui est le tien. Est-ce qu'au préalable, tu voudrais bien te présenter, dire qui est Robert de Quélen? Volontiers. Alors, j'ai une double activité de coach et de formateur. Et donc, je travaille aussi bien pour des individus que pour des équipes dans, on va dire, l'accompagnement du changement. Et puis, j'ai aussi des intérêts variés, tels que la poésie, l'art en général, la littérature. Voilà. Et j'avoue que j'aime autant me présenter sous cet angle, je dirais, plus personnel que sous l'angle professionnel, parce que je crois que justement, l'être humain aujourd'hui, il est multifacette et multi-intérêt. Et alors, tu as une facette que tu n'as pas nommée qui nous intéresse à partager là aujourd'hui, c'est celle de la géopolitique aussi. Alors, c'est vrai que oui, parmi les choses que j'enseigne, dans une université sur le sujet de la géopolitique pour les entreprises. Et donc, je fais travailler mes étudiants sur l'étude des risques et des prises de décision. Voilà, parce que je pense que ça permettra à notre auditoire de mieux comprendre précisément toutes les articulations que tu vas nous proposer. Et alors, pour donner un petit peu plus de détails, j'ai aussi une activité moi-même d'écrivain. Donc, j'ai écrit 2 livres. Le premier qui s'appelle Alice au pays des projets, qui traite du sujet en fait de la gestion de projets dans des environnements interculturels. Et donc, l'idée étant, et on va peut-être trouver des petites passerelles avec le livre dont je vais parler dans un instant, euh, il y a ce que j'appelle des pistes d'atterrissage ou des points de convergence. Je développerai un petit peu cette notion de convergence. L'idée ici étant que, en fait, très souvent dans l'étude de ce qui est interculturel, on cherche surtout à étudier les divergences. Qu'est-ce qui fait que les sociétés sont différents? Et c'est intéressant de reconnaître cela, mais je dirais le propos du livre était surtout d'expliquer que, en fait, à un moment, les gens ont besoin de travailler ensemble, de prendre des décisions, de se comprendre. On va chercher du coup pas forcément ce qui les rassemble au sens recherche d'un point commun peut-être hypothétique, mais plutôt comment faire. On s'intéresse au comment. Et le deuxième livre, qui est une continuation de celui-là, il s'appelle Travailler autrement avec l'intelligence collective. Et je dirais que ici, c'est encore une recherche de méthodes pour justement se comprendre, travailler, communiquer, œuvrer ensemble autour d'un objectif commun. Voilà. Merci. Alors, pour nos auditeurs, ils remarqueront qu'il y aura un nombre d'intervenants multifacettes. Et je pense que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour mieux penser le monde. Alors, on va partir sur le sujet qui nous réunit et sur lequel tu as l'élan de partager et de dire des choses. C'est sur l'ouvrage de Bernard Lahire qui est Les structures fondamentales des sociétés humaines. Donc, ça t'a inspiré des choses et je propose que tu commences à les partager, à les énoncer. Voilà, à toi. Très volontiers. J'ai envie de commencer en fait tout simplement par la quatrième de couverture. Je trouve que c'est une bonne façon d'entrer dans le propos d'un livre. Et ça commence par une question, hein. Donc Bernard Lahire est un sociologue, c'est quelqu'un qui a déjà un certain parcours, il commence à être connu non seulement en France, mais même dans les cercles internationaux. Il a écrit quelques livres qui ont été assez remarqués. Alors, il y en a que j'avais, moi, trouvé assez amusant. C'était l'histoire d'un tableau. Et à travers l'histoire d'un tableau qui avait été découvert dans un grenier, puis, au bout de quelques recherches, attribué à un grand peintre célèbre, il avait vu sa valeur augmenter. Et donc, c'était très amusant parce qu'il s'interrogeait sur la notion de valeur et comment elle est construite, évidemment, avec les outils de la sociologie. Qu'est-ce qui fait qu'on attribue de la valeur à quelque chose à un moment? Voilà, il a écrit d'autres livres, notamment il a écrit sur Bourdieu, sur la notion d'habitus. Il y a eu des articles qui ont contesté ses thèses. Et en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment cette réflexion qui l'amène a fait progresser en fait la recherche, y compris autour, je dirais, du travail de Bourdieu. Bon. Donc, on va dire que c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une approche très contemporaine qui est très multidisciplinaire. C'est ça que j'ai aimé dès le départ. Je crois que j'avais entendu parler de lui à travers une interview qu'il y avait dans Le Monde où il expliquait que il y a quelque chose qui lui posait problème dans le monde des sciences humaines, c'était le fait qu'elle ne construisait pas, elle n'accumulait pas de connaissances, contrairement par exemple aux sciences physiques,
la chimie, etc. Bon. Et il a commencé, à l'occasion du confinement, en fait, à tisser ensemble un certain nombre de connaissances qu'il avait accumulées et surtout à chercher à voir comment elle pourrait produire un système. Et donc, dans la continuation, on va dire, de l'approche de Lévi-Strauss, qui s'était interrogé, n'est-ce pas, sur les structures fondamentales de la parenté, et lui, il a élargi le propos en fait, aux structures fondamentales des sociétés humaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en chemin, et du fait de son ouverture vers d'autres disciplines, il est allé chercher des informations et le résultat, je dirais, de décennies de recherche, aussi bien en paléoanthropologie, en biologie, bien entendu. Il cite énormément Darwin et tous ses successeurs, la sociologie et beaucoup d'autres disciplines, y compris la linguistique, etc. Alors, ce qui va sans doute faire controverse avec ce livre, c'est qu'il prend un petit peu le contre-pied d'une approche actuelle en sociologie et dans beaucoup de sciences humaines, qui est, on va dire, une approche très relativiste et qui, justement, refuse l'idée même que l'on puisse produire une connaissance unifiée des sociétés humaines et l'idée même qu'elles puissent former système, voire même l'idée qu'il puisse y avoir des lois, au sens où on parle de lois scientifiques, quelque chose qui permet de comprendre des comportements. Et selon lui, donc, ce qu'il expliquait dans l'interview qui m'a donné envie de lire le livre, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de chercheurs dans les sciences sociales préfèrent étudier vraiment des terrains extrêmement délimités en s'interdisant toute comparaison, non seulement entre sociétés, dans la géographie, mais y compris dans l'histoire. Or, lui part complètement du contre-pied de cette approche-là en disant, mais si, c'est très intéressant d'aller peut-être regarder des sociétés extrêmement éloignées de la nôtre, y compris depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Il va rechercher dans la paléoanthropologie, etc., ou des sociétés très éloignées. Et il va même encore plus loin, puisqu'il va aussi regarder dans ce qu'il appelle les sociétés animales. Alors, si on a lu Philippe Descola, Baptiste Morisot, peut-être que l'idée d'une séparation nette entre nature et culture, c'est quelque chose qu'on a commencé à remettre en question, si on a lu ces auteurs-là, mais c'est une barrière qui est encore considérée comme infranchissable, selon lui, par une grande partie de ses confrères. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, la sociologie est exclusivement vouée à l'étude des comportements humains. Oui, c'est une discipline, c'est de l'éthologie, par exemple. Eh bien, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ces silos ont été construits de manière artificielle et qu'en réalité, la sociologie pourrait, il dit même d'ailleurs devrait, être la science de tous les comportements, et donc non seulement le comportement des espèces humaines, mais également des espèces animales non humaines, et pourquoi pas des plantes, puisque en fait, selon lui toujours, les plantes ont des comportements sociologiques. Il remonte même jusqu'aux bactéries en expliquant que, ben oui, parfois il y a des cas où certaines bactéries, pour franchir un obstacle, se regroupent et donc elles s'inventent des organes, j'allais dire, enfin, comme des pieds, comme des multipodes finalement. Bon. Il parle du blob, etc. Et quand elles se regroupent, elles ont réellement un comportement collectif qui n'est pas le fruit d'une intelligence, mais qui est quand même, selon lui, toujours de l'ordre de la sociologie, puisque le fait même de se regrouper, d'avoir des échanges, de la communication, c'est ce qui constitue la sociologie. Donc pour lui, séparer éthologie et sociologie n'a pas de sens en fait. Première évidemment proposition qui va, on l'imagine bien, susciter des vagues. Tout à fait, mais en même temps, ça peut être une bonne idée puisqu'on change de paradigme de société, donc peut-être qu'il faut revisiter nos prérequis et revisiter aussi les sciences qui le déterminent, non pas forcément en jetant tout, mais en revisitant précisément qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on fait voir différemment, qu'est-ce qu'on approche avec un autre regard et sous quels prérequis. Oui, et c'est ce qu'il propose, donc de revisiter effectivement. Donc c'est intéressant, on s'aperçoit que le confinement a eu des effets assez intéressants dans un certain nombre de disciplines, et notamment d'aller regarder ce que faisaient les confrères. Et donc lui est allé regarder du côté de la biologie, et il s'aperçoit, ça c'est voilà, peut-être la première idée, que la biologie détermine effectivement un certain nombre de choses. On va peut-être aborder tout de suite une des thèses quand même centrales de ce livre, c'est la notion ce qu'il appelle l'altricialité secondaire. Qu'est-ce que c'est? Pour le dire en mots simples, c'est la dépendance en fait des enfants, des nouveau-nés, des bébés,
vis-à-vis des adultes, vis-à-vis de la société. On va s'apercevoir que ce fait qui est un fait biologique, pourquoi est-ce qu'ils sont dépendants? Parce qu'ils naissent, ils ne sont pas finis, ils ne sont pas capables de vivre de manière autonome, contrairement aux petits d'autres espèces qui, très rapidement, voire instantanément, peuvent se débrouiller dans la vie. Ça n'est pas le cas des enfants des humains. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a toute une évolution dans laquelle, très souvent, on gagne quelque chose d'un côté, on perd quelque chose de l'autre. Alors, du point de vue purement biologique et morphologique, eh bien, par exemple, l'invention du feu a permis aux êtres humains de digérer plus rapidement. Conséquence morphologique, la réduction de la longueur de l'intestin. On n'a plus besoin d'un intestin aussi long. Et puis, du fait qu'on peut cuire la viande, on n'a plus besoin d'avoir une mâchoire aussi forte, aussi large, avec des canines aussi prononcées. Et du coup, ça fait que les muscles de la bouche se libèrent pour autre chose. Peut-être, par exemple, pour le langage. Et puis, autre chose, l'impact de la bipédie sur l'évolution de l'espèce humaine. Eh bien, le fait d'avoir un bassin plus étroit fait que ça devient très dangereux pour les femmes d'avoir un enfant, de donner une naissance. Et donc, du coup, il y a nécessité de l'entraide. Et donc, le métier de sage-femme est peut-être le plus ancien métier du monde, mais ça n'était pas un métier, c'était une fonction. C'était quelque chose que les femmes faisaient naturellement pour s'aider les unes les autres, parce qu'effectivement, du fait de la bipédie, du fait de la taille croissante du cerveau des bébés, donner naissance devenait quelque chose d'extrêmement dangereux pour les mères. Donc, besoin de soutenir à la fois la maman et aussi de prendre soin du bébé qui vient de naître parce qu'il est dépendant. Eh bien, ça, c'est un fait biologique au départ, mais qui va entraîner des comportements donc sociologiques qui eux-mêmes, par des espèces de boucles de rétroaction, peu à peu vont aussi changer la morphologie de l'espèce. Donc régulièrement, on voit comme ça que l'évolution se fait à la fois par acquisition de capacités d'un côté et puis perte de certaines capacités. Pourquoi avoir des griffes si on peut construire des outils? Pourquoi avoir des grandes dents et d'énormes mâchoires si on peut cuire sa viande, etc., etc. Donc, en fait, une grande partie de l'énergie du corps humain est consommé aujourd'hui par le cerveau. Avoir un grand cerveau, ça coûte en termes d'énergie biologique. Et tout ça, voilà, il en décrit un certain nombre d'autres, mais tous ces faits purement biologiques ont des conséquences sur les comportements. Et donc la relation entre la biologie et la sociologie, elle est réévaluée lorsqu'on prend en compte, je dirais, l'ensemble de ces découvertes qui datent maintenant quand même, pour certaines, de plus d'un siècle et pour d'autres, au moins de quelques décennies. Intéressant. Oui. Vas-y, peut-être, tu veux Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est toi qui as lu le livre et qui alors, de cela, donc, il s'aperçoit qu'effectivement, il y a bien d'abord ce qu'il appelle des grands faits anthropologiques. Donc, l'altricialité secondaire s'en est un, il y en a un certain nombre d'autres. De cela, par exemple, eh bien, vont aussi, inférer ce qu'il appelle des grandes lignes de force. Il en prend quelques-unes qui sont effectivement intéressantes si on le regarde, surtout avec le recul, je dirais, des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années, le développement des technologies qui ont suivi un certain type de progression, la pierre polie, etc., ou l'invention du feu. Bon, au début, bien sûr, la progression est très lente, pour différentes raisons. Et à partir de là, il va étudier la manière, en fait, dont l'innovation se produit. Et là, ça devient très intéressant, parce que dans cette ligne de force, en fait, eh bien, il regarde comment elle se diffuse. Et il y a plusieurs manières dont l'innovation se fait. Un premier exemple, c'est ce qu'il appelle la convergence. Alors, ça n'est pas la convergence au sens commun, je dirais, où on l'entend. L'idée de convergence, de convergence dans ce contexte-là, c'est l'idée qu'en fait, pour différentes raisons, différentes sociétés peuvent réinventer pratiquement les mêmes outils ou les mêmes technologies dans différents endroits sans s'être concertées. On s'est aperçu, par exemple, qu'il y a au moins 7 cultures différentes en Asie qui ont inventé des formes différentes, mais quand même assez proches de charrues, sans avoir une communication entre elles. Pourquoi? Parce que les conditions d'existence les ont amenées, soit dans des steppes, soit dans des milieux humides, à inventer différents types de charrues. Et je crois qu'il y a eu des équivalents également en Amérique latine, dans différents endroits. Donc, convergence, c'est des êtres humains dotés des mêmes capacités vont inventer des outils assez proches, assez similaires. Okay, une idée donc intéressante. Et cela sans qu'il y ait eu communication entre eux, mais simplement parce que les capacités étaient proches. Deuxième idée intéressante, c'est la manière dont l'innovation se produit, c'est par déplacement de quelque chose. Par exemple, on fait un certain geste pour tailler, mettons, un morceau de bois,
eh bien, le même geste pourrait servir à tailler une pierre, puis à tailler autre chose. Et puis, en le combinant avec un autre geste, on invente un troisième geste qui lui-même apporte une innovation. Donc, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on comprend aussi comment fonctionne l'innovation et comment elle s'accompagne aussi dans l'esprit humain du développement des capacités du langage. Et là, il donne de l'apparition du langage une explication extrêmement intéressante qui, là aussi, est issue, je dirais, de recherche multidisciplinaire. L'idée, c'est qu'au départ, déjà chez les animaux, il y a des formes de communication. Alors, de communication, c'est-à-dire des gestes, des sons qui expriment quelque chose et qui sont comprises. Voilà. Je le dis avec des mots extrêmement neutres comme ça. Et la répétition de certains actes de communication, de certains gestes, deviennent même des rituels. Il donne un exemple chez les loups. Quand il y en a un qui est dominant, qui attaque l'autre, celui qui est dominé se met sur le dos, présente sa gorge, et l'autre comprend instantanément que ça signifie qu'il se soumet. Donc il y a une signification de ce geste, et ça, c'est quelque part une sorte de proto-langage, qui est un rituel, et qui va évoluer. Et c'est intéressant parce qu'il explique aussi que très probablement, en fait, le langage au début consistait en une série de gestes qui signifiaient quelque chose. Et peu à peu, se met en place la vocalisation. Et très souvent, en fait, aujourd'hui, la vocalisation, en tout cas dans le langage oral, s'accompagne de gestes aussi, de travail sur les intonations, peut-être de mimique, etc. Donc, le langage, encore aujourd'hui, dans sa forme orale, est resté multimodal. Dans sa forme écrite, évidemment, non, il utilise des signes, des écritures. Toujours dans cette même histoire de cette ligne d'évolution, le langage part de choses assez simples, d'écrire des choses, et surtout d'écrire comment faire des choses. Donc on commence à expliquer comment faire des gestes, comment tailler une pierre. Il faut donc commencer à imaginer, à décomposer le geste en plusieurs étapes. Et donc apparition aussi de l'abstraction, du symbole, d'un certain nombre de choses comme ça. Okay. Et par exemple, ce qu'il explique, c'est que autant le langage et la communication se retrouvent dans de nombreuses espèces animales, autant la notion du temps est donc quand même une certaine abstraction, est quelque chose de très particulier. Alors la notion de temps existe aussi chez des animaux. Quand un geai ou un écureuil cache des graines, c'est bien avec l'idée de les retrouver quand l'hiver sera venu. Donc il y a cette notion du temps, associée à de la mémoire. Je ferai juste une petite nuance peut-être entre un écureuil et un éléphant. Oui. Parce qu'on pourrait se poser la question des modalités de la mémoire pour l'écureuil, au sens, est-ce que ce n'est pas vraiment le produit instinctuel chez lui, c'est-à-dire avec la cyclicité reviennent des réflexes. On a vraiment un effet de mémoire et une incorporation du temps avec des gens, enfin des êtres comme les éléphants, en tout cas chez les grands mammifères. Par exemple, avec des éléphants qui ont été soignés, sauvés, et qui reviennent X temps après, remercier les personnes, même si elles ne sont plus au même lieu d'habitation, et qui, quand le soigneur est décédé, vont venir lui rendre hommage avec tout le troupeau. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une conscience, d'une mémoire et d'une notion du temps qui sont vraiment spécifiques. Et quand on nomme le fait, c'est pas ce que tu dis et c'est pas ce que l'auteur dit, mais quand généralement on dit que les animaux ne communiquent pas, c'est surtout parce qu'on n'est pas capable de comprendre leurs différentes formes de langage. Voilà, donc je reviens à ce que tu disais sur la notion du temps, et à chaque nouvelle découverte, on perd un petit morceau de ce qui nous est singulier, spécifique, mais il nous reste encore des bricoles. Vas-y, continue. Oui, tout ça, c'est toujours il remet l'homme à sa place, mais on va voir que c'est une belle place quand même. C'est une place dans la grande histoire des vivants. Donc, c'est une place assez intéressante. Sur la communication, alors oui, ça, il est vraiment clair maintenant que non seulement tous les animaux, mais on va dire toutes les espèces vivantes communiquent. Ça avait été dit par d'autres bien avant lui. Je repense aussi au livre de Servigne et Chapelle, d'ailleurs, l'entraide, l'autre loi de la jungle, etc. Bon, clairement, ou quand des arbres communiquent en échangeant comment dire, des molécules. Donc, la communication, au départ, était chimique. C'est pratiquement certain. Donc, la première communication, c'était des plantes, c'était une communication par des voies chimiques. Puis, donc, le geste, le langage, etc. Donc, ensuite, arrive effectivement cette notion du temps qui n'est pas forcément associée elle-même au langage, en tout cas en ce qui concerne le passé et la mémoire. Simplement, quelque chose apparaît, ça c'est, semble-t-il, par contre, assez propre aux humains, c'est le détachement entre le signifiant et le signifié.
Et donc, je peux avoir un geste, puis un mot, qui soit traduit ce geste, soit se détachant du geste, peut aussi vouloir dire d'autres choses. Par exemple, j'ai conscience des relations que j'ai avec les personnes autour de moi, un père, une mère, des grands-parents, des enfants, mais la notion de famille peut tout d'un coup devenir détachée de son contenu et je peux comprendre que moi j'ai une famille, mais les personnes en face ont également une famille. Ça, c'est un premier déplacement. Et il y en a un certain nombre comme ça. Et donc, ce déplacement, et donc ce détachement, en fait, du coup, de ce qui est signifié et du signifiant, ça, c'est un commencement du langage. Et alors après, on va toujours vers plus de complexité. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la sociologie, la psychologie, etc., sont réellement la continuation de la biologie, le fameux éventail de Darwin, où les formes du vivant vont vers toujours plus de complexité, jusqu'au moment où l'éventail arrive, n'est-ce pas, au bout de son déploiement possible. Il y a en général un changement de conditions d'existence et de nouvelles branches peuvent prendre le relais. Ce qui est spécifique donc chez l'être humain, c'est donc un certain nombre de choses. On parle du temps, du détachement. Il y a aussi la transmission culturelle. Et ça, c'est ancré encore une fois dans un fait biologique qui est la longévité. Tout simplement, c'est que l'espèce humaine est l'une des rares dans laquelle plusieurs générations peuvent cohabiter, et notamment, on va dire, une génération active et une, voire deux générations dépendantes, par exemple, les petits et les anciens. Et donc, alors, ça existait déjà, les grands-mères, ça existe déjà chez les éléphants, mais les grands-mères dans l'espèce humaine, c'est vraiment important parce que, encore une fois, alors on va dire les grands-mères, les cousines, les voisines, mais viennent aider la femme près d'accoucher ou qui vient d'accoucher, mais de façon encore plus large, du coup, le fait qu'il y a plusieurs générations, ça veut dire qu'il peut y avoir transmission, constitution de récits, accumulation de savoir et de connaissances, alors que la plupart des autres espèces recommencent à zéro. Sauf dans certains cas particuliers, c'est intéressant. Il donne le cas de ces fameux macaques du Japon, avec le premier singe, qui était une femelle d'ailleurs, qui a eu la première idée de laver, je crois, une pomme de terre dans la mer pour qu'elle ait un petit goût un peu plus sympa, et puis qu'il a transmis à ses enfants et d'autres. Et donc, il y a aussi de la culture dans les espèces animales. La culture en soi n'est pas forcément le propre de l'homme. Voilà, là aussi, on tombe un peu de son piédestal. La culture étant la transmission de connaissances et de savoir-faire. Enfin, il le définit comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant, surtout, et si on s'arrêtait là, ce serait déjà vraiment un enseignement extrêmement intéressant. C'est qu'il replace l'humain dans l'ensemble du déploiement et de l'évolution du vivant. Donc, au lieu de séparer, comme faisaient les sciences jusqu'ici, n'est-ce pas, dans des petits silos comme ça, l'être humain est vraiment à la pointe de quelque chose qui s'appelle l'évolution, à travers la biologie, à travers la sociologie, les comportements, la psychologie, la culture, etc. Ça, déjà en soi, c'est vraiment intéressant parce que ça montre, par exemple, qu'on peut comprendre des choses en étudiant d'autres espèces, on peut comprendre des choses sur les humains, soit par contraste, soit par similitude. Et on s'aperçoit que d'autres espèces, par exemple, ont inventé des comportements similaires à ceux des humains sans qu'il y ait eu communication entre eux. Et ça n'est pas hérité d'un ancêtre commun, le fameux Last Unique Common Ancestor, le LUCA, c'est juste que dans des conditions similaires, ils ont réinventé quelque chose qui est pareil. Et on peut dire que, alors je ne sais plus l'exemple qu'il donnait spécifiquement, mais des humains, des fourmis, des chauves-souris et des baleines vont parfois faire certaines choses de la même façon, mais elles y sont arrivées chacune à leur propre chemin. C'est intéressant déjà cette idée-là. Alors, Oui. le parallèle entre l'éthologie et la psychologie, ça fait quelque temps que ça a lieu, avec la sociologie aussi, mais moins. Donc, c'est pas forcément que ça soit complètement nouveau. Ce que j'entends, c'est que il y a cette volonté de faire le va-et-vient entre comment les autres notions du vivant, que ce soit espèces ou composantes du vivant, viennent apprendre des choses sur l'être humain et vice-versa. C'est ça que j'entends qu'il a fait, parce que, par exemple, alors j'ai un trou de mémoire sur le prénom, mais Lorenz avait travaillé Conrad. sur l'agressivité, la violence, etc. Et ça avait inspiré largement les sciences humaines qui regardaient le parallèle qui pouvait être fait entre les singes et les humains, avec bonheur, pas bonheur d'ailleurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment on va lire quelque chose en fonction du paradigme de base. Je prendrai un exemple et puis on va voir si ça rebondit avec ce que toi tu es en train de partager. Par exemple, quand on lit René Girard, dont la plupart des thèses sont tout à fait intéressantes et valables,
il s'est inspiré des prédicats de Freud. Donc, on avait tous les auteurs d'une même époque ou s'inspirant des auteurs juste précédents qui partaient des mêmes prédicats, c'est-à-dire l'Oedipe, c'est-à-dire les pulsions sexuelles, etc., etc. Et donc, chacun répétait en fait les éléments fondamentaux de la théorie de l'autre. J'ai revu la même chose aussi avec Jung, là, que je suis en train de parcourir pour d'autres recherches. Et c'est très intéressant aussi de regarder un auteur, à quelle époque il est, et donc qu'est-ce qu'il inspire comme autre théoricien. Et là, si on prend les théories de René Girard et qu'on sort la brique freudienne, pas complètement, mais pour partie, on peut avoir un système qui devient un peu bancal pour certains éléments. Parce que, par exemple, le meurtre du père de Freud, paf, on va le retrouver aussi chez René Girard. Donc ça c'est à un moment donné un système de pensée entre intellectuel ou scientifique ou les deux, d'une époque donnée, et il est tout à fait intéressant de voir de quel prédicat c'est matiné. Là, ce qui est singulier, et c'est la raison pour laquelle tu en parles et on fait ce temps ensemble, c'est qu'on a quelque chose qui s'insère dans nos prédicats de notre paradigme d'aujourd'hui, c'est de réincorporer le vivant. En réincorporant le vivant, on réouvre les lois, on va beaucoup plus loin pour expliquer l'humain que les simples lois qu'on avait érigées en philosophie, en sociologie ou en psychologie. Donc on réouvre effectivement en allant voir du côté de la biologie, de l'éthologie, et dans certains cas, ça conforte ce qu'on savait déjà, et dans d'autres cas, ça fait revisiter des éléments. Donc c'est ça qui me semble important, à partir du moment où on a l'homme qui est partie prenante du vivant, il n'est plus juste à côté en train d'observer le vivant en oubliant qu'il en fait partie, et il se remet dans son propre système, et il se remet dans le système global. Et c'est ça qui est aussi une différence, et ce n'est pas étonnant qu'il y ait un certain nombre d'auteurs qui ont envie de lire ce que nous vivons à l'aune du système ou des systèmes, parce qu'on ne peut pas empêcher ces effets de rétroaction et d'interaction, et déjà qu'entre êtres humains, il y en a beaucoup, mais si on élargit au système plus large, on est impressionné par le nombre, en effet, d'interactions qu'on peut avoir. Je te redonne la parole. Oui, moi, il y a une question qui m'intéresse en fait toujours, c'est comment se diffusent des idées nouvelles, comment se diffuse ou comment cristallise un regard nouveau. Je m'étais intéressé à une époque à l'histoire de l'art, et par exemple, en ce moment, il y a une belle exposition sur les impressionnistes, et il paraît très difficile à un contemporain d'imaginer le regard que les personnes, mettons, des années 1860, 70, 80, portaient sur l'art, et pourquoi ils trouvaient l'impressionnisme horrible, mal peint, etc. Eh bien, ils les trouvaient parce que, par exemple, l'idée qu'on emploie des couleurs claires, ça leur paraissait vraiment d'une vulgarité effroyable. L'idée que le dessin ne soit pas beau, fini et léché leur paraissait effroyable. L'idée d'aller peindre la nature leur paraissait absurde, etc., etc. Et donc, il y a vraiment eu un changement de regard. Et pour quelqu'un qui a lu, encore une fois, Philippe Descola, on va dire Baptiste Morisot, enfin toute cette école de l'écologie profonde, l'idée qu'il y ait réellement une continuité du vivant, d'une espèce à l'autre, et que les humains s'inscrivent dans cette chaîne, ça ne paraît pas scandaleux, mais par contre, ça le paraît à la plupart des collègues de Bernard Lahire qui dit « Ah mais non, pas du tout, la sociologie ne s'intéresse que aux humains, surtout pas aux autres. Les autres, ils ont des instincts, ce ne sont pas des comportements. » Enfin, voilà, on voit bien qu'il y a des barrières mentales, il y a des silos très très profonds. Et puis surtout, il y a quelque chose, il consacre presque une centaine de pages quand même à ce sujet, c'est, on va dire, l'obsession relativiste. Je voudrais citer juste un petit paragraphe ici. Sous le titre « Les différences culturelles sont-elles constitutives de la réalité sociale ?» Alors, pour reformuler la question autrement, à quel niveau se situe en fait la culture et les différences? Alors il dit, une erreur consiste à mettre les différences et les variations au centre de l'attention scientifique. Je vais le redire autrement, le fait même de mettre au centre de l'attention scientifique autre chose que la différence et la variation est considéré, entre guillemets, comme un scandale par ses collègues. Okay. L'idolâtrie du spécifique ou du contextuel, le culte des petites différences ou du détail ne sont que les symptômes
d'un abandon de tout projet scientifique véritable. C'est quand même là que ce livre est révolutionnaire et qui va très probablement susciter, je dirais, une réprobation assez large de la communauté des sciences humaines. C'est que c'est aussi scandaleux que les affirmations de Darwin à son époque, ce qu'il est en train de dire là. Bon. Alors, il cite Françoise Héritier à propos d'anthropologie, mais c'est aussi vrai pour la sociologie et l'histoire. Et Françoise Héritier disait « On est confronté actuellement en anthropologie à un retour en force de l'atomisation culturaliste, régionaliste ou autre, érigée en système, fondée, elle, sur le culte de la différence et de la singularité, et corollairement sur le rejet de toute généralisation et de tout souci de théorisation. On prône ainsi l'idée que les sociétés et les cultures sont à tout jamais irréductibles les unes aux autres, en raison du caractère hautement singulier de leur expérience ponctuelle. » Alors pourquoi ça me parle, ça? Ça me parle parce que donc moi, je suis venu à ce livre notamment par mon intérêt pour l'être humain bien sûr, et puis pour ce que j'appelle les études interculturelles. Or, qu'est-ce qui est en jeu dans les études interculturelles? Premièrement, c'est la remise en cause évidemment d'une certaine façon de voir les choses. En gros, il y a une bonne façon de... Il y a une bonne culture dominante, c'est la culture occidentale, et les autres sont la culture inférieure. Bon là, heureusement... on commence à en guérir de cette vision-là, et donc lui a succédé une vision relativiste qui était nécessaire. Il y a eu un passage absolument indispensable de dire non, 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 attention, les cultures sont équivalentes en légitimité, la culture chinoise, indienne, les cultures chinoises, les cultures indiennes d'ailleurs, il faudrait dire, etc., etc. Bon, très bien, parfait. Et puis, petit à petit, on est arrivé à une sorte de fractionnement, mais quand vous parlez de la Chine, c'est la Chine du Nord ou la Chine du Sud, la Chine des villes ou la Chine des campagnes, et puis, ou celle des banlieues, celle des 40 ans, des 50 ans. Et en fait, ce qu'explique François Héritier, mais ce qu'il dit lui aussi, c'est qu'on arrive à une espèce de système où finalement on ne regarde plus les sociétés humaines qu'à travers une espèce de microscope. Donc on s'intéresse aux habitants du 15e arrondissement nord de telle ou telle tranche d'âge, en s'interdisant absolument de faire toute comparaison avec d'autres sociétés, alors que peut-être des gens vivant dans une banlieue de New York ou de Pékin partageraient certaines choses et puis d'autres pas. Et ça, on se l'interdit aujourd'hui. Donc c'est intéressant que lui, il aille chercher en dessous de cela. Alors, je me permets un rebond parce que pour moi, c'est vraiment très éclairant sur ce qu'on vit aujourd'hui dans un sujet qui n'est pas éloigné de l'interculturalité, c'est que si on regarde l'histoire, il est tout à fait normal, logique et intéressant de se départir du poids de certaines composantes de notre histoire. Par exemple, de bien vouloir regarder les conséquences du colonialisme et de dire, ok, on l'a fait, parce qu'après l'esclavagisme, il y a eu le colonialisme, et donc c'est normal de dire, ça a été vécu, on n'en veut plus, on veut passer à autre chose. Oui. Mais revisiter ça, faire mémoire et vouloir le transcender, ça s'est traduit de la même manière par une atomisation de toutes les communautés, et on arrive aujourd'hui à des communautés qui se haïssent les unes les autres et qui n'existent que parce qu'elles se confrontent. Sauf que dans notre société complexe, nous avons absolument besoin tous d'être ensemble pour dépasser les enjeux. Donc, on a besoin de pluridisciplinarité, de coopération, et donc d'avancer tous ensemble avec nos différences. Et donc, c'est comme si on passait d'une polarité à l'autre. Donc, à un moment donné, on a été universaliste qui avait tendance à gommer les singularités et les différences. Là, on a voulu les réencenser, mais avec ce relativisme, on en arrive à parceller les choses et à les atomiser, avec une conséquence sociale de communautarisme qui s'affronte, et on ne sait plus dialoguer les altérités. Donc, l'intérêt de ces travaux qui reviennent à la notion de système, ce qui ne veut pas dire qu'on rejette pour autant les singularités, les différences, mais on est très probablement en train de commencer à approcher des systèmes qui vont être intégratifs, c'est-à-dire de regarder les invariants humains, tout en considérant les spécificités, on va dire, locales ou territoriales ou humaines, pour arriver à inventer quelque chose qui se meut ensemble et qui est dans une dynamique duée, une dynamique d'altérité, une dynamique de dialogue. Effectivement. Il est d'ailleurs probable en fait que, en tout cas à court terme ou à moyen terme, cette démarche n'aboutisse pas à créer, j'allais dire, un nouveau système qui transcenderait les systèmes précédents ou existants aujourd'hui, mais plutôt à ce qu'on apprenne à créer, alors j'ai envie de dire, du et
de circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, j'ai besoin de faire travailler ensemble des Brésiliens, des Malaisiens, des Britanniques et des Italiens. Bon. De quoi ai-je besoin? Ben, je vais puiser dans une espèce de boîte à outils commune. On va se donner quelques règles communes. Par exemple, le conference call commencera à 13 heures et finira à 14 heures. Quel est l'outil? C'est l'outil de la relation au temps. On va se donner aussi comme règle commune qu'il y aura un ordre du jour, qu'on va traiter les 3 points à l'ordre du jour. Très bien, bah, quel est l'outil? Ici, par exemple, c'est l'outil du périmètre de la réunion, etc., etc. On va décider d'un accord commun que la langue de tout le monde utilisée dans cette réunion sera l'anglais, ou que quelqu'un fera un compte-rendu de réunion. Ce sont des règles que l'on se donne. Demain, une réunion entre d'autres personnes au Japon pourrait suivre des règles différentes, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils auront puisé dans une boîte à outils avec lesquels on va se construire les règles dont on a besoin à un certain moment pour travailler sur une problématique partagée. Cette idée est intéressante, c'est-à-dire que, donc je rejoins ce que tu disais, il est indispensable de passer, enfin le moment relativiste que nous vivons a sa raison d'être. Et il est encore dans un certain élan pour des raisons parfaitement normales, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le déni tout simplement de la différence, ou dans une évaluation condescendante, on va dire, des autres cultures, etc. Bon. Donc il est absolument logique qu'on passe par ce moment relativiste. Mais on ne peut pas en rester là. Il y a un moment où il faut avancer, parce que si on veut travailler avec les autres, si on veut communiquer, il est important d'essayer de trouver ces fameuses lois fondamentales. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il est face à une communauté qui dénie l'idée même qu'il puisse y avoir des lois fondamentales. Alors, il s'en moque avec un certain humour en disant que finalement, il y aurait une seule loi générale, ce serait la loi générale de l'impossibilité des lois générales. Bon, voilà. On a presque envie de dire point et tournons la page, quoi. Mais elle va être difficile à tourner cette page. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il va regarder les lois physiques, les lois biologiques. Eh bien, oui, en physique, les lois, elles existent. Okay, il y a la loi de l'attraction universelle, il y a la gravité. Enfin, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas des lois équivalentes dans justement les sociétés humaines? Par exemple, le fait que l'apprentissage d'une langue passe par certaines étapes, l'apprentissage des gestes va passer par la mimétique, par la relation entre un enfant et sa mère ou l'adulte le plus proche à un certain moment, etc. Et qu'on soit chinois ou brésilien, on n'apprend pas la même chose, mais on l'apprend de la même façon. Et ça, c'est bien une loi. Donc, il y a des lois cognitives, il y a des lois de la mémoire, il y a un certain nombre de choses comme ça. Donc, la notion de loi, en fait, on pourrait dire autrement, il y a des faits, il y a des invariants, et à partir de là, on va pouvoir les mettre dans ce que j'appelle après une espèce de boîte à outils, en fait, qui pourrait nous servir à, en quelque sorte, inventer un peu la société de demain. Alors, l'idée me paraît assez émancipatrice, au fond, assez intéressante. Qui est un corpus théorique qui permet de comprendre des invariants à partir desquels on peut faire des variations culturelles différenciées selon les cultures, les groupes humains et les territoires me paraît tout à fait intéressant. C'est en fait comme si on avait les notes de musique et les solfèges et chacun va faire sa symphonie à sa manière. Donc ça permet, on a cette brique-là qui permet donc de faire des fantaisies. Et en plus, c'est une base en musique, ça, qui a été définie aussi même chez chez tous les peuples, comme par exemple un instrument qui va donner la pulsation comme ça, et puis derrière vont être faites des variations. Pour l'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus simple et amusant pour tout le monde, ça me fait penser au sketch de Stromae avec jamais. Ah oui, bien sûr. Cette musique. Et là, on voit bien comment ça se construit et par étapes, etc. Donc voilà, c'est quoi déjà c'est la chanson, c'est Danse quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors on danse. Alors on danse, voilà. Bon bref, c'est simplement pour permettre à chacun de se rendre compte que quel que soit le niveau dont on parle toujours de la même chose. Donc ça pourrait aussi être intéressant de prendre n'importe quelle loi et de regarder du plus terre à terre au plus élaboré à quoi ça pourrait ressembler. En tout cas, je pense qu'il y a un élan convergent puisqu'on voit des biologistes qui avancent là-dessus, on voit des anthropologues qui avancent là-dessus, sociologues, psychologues, on est quand même assez nombreux à être en quête de ces principes de structuration de base.
non pas pour enfermer, non pas pour faire un nouvel universalisme qui gommerait les cultures, mais pour tisser un peu comme les matrices à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'il y aurait des structures et il y a des variations singulières sur les structures. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de danser quand on a 2 pieds. Donc si on ne se reconnaissait pas les 2 pieds, on non, on n'en a pas, ou les gens en ont 1, 3, 12, 25, 2, on aurait beaucoup de mal à danser, on danserait. Tandis que si on reconnaît tous qu'on a 2 pieds, enfin en tout cas pour ceux qui sont bien portants, c'est beaucoup plus facile d'imaginer des tas de danses différentes. Voilà, donc je pense qu'on est peut-être à un moment de jonction où on passe au tamis que ce soit les théories conceptuelles ou les théories pratiques, pour voir qu'est-ce qu'on garde, on fait une espèce de tri sélectif, pour voir qu'est-ce qu'on va garder pour inventer ou structurer par la pensée et la praxis, les deux, le monde qui est en train d'émerger. Oui, c'est très intéressant l'exemple que tu donnes. Je me souviens d'une interview d'un chorégraphe. Il y a déjà quelques décennies maintenant que des langages ont été codifiés pour justement transcrire les gestes des danseurs individuellement et collectivement, et expliquer que bien sûr on pouvait créer des variations infinies, mais que le nombre de pas ou de gestes en fait pouvait être codifié et noté. Et c'est encore contesté par un certain nombre de gens, mais il donne un exemple, je vais le lire ici. Alors ça vient de Golden Weiser qui explique les différents types d'unités sociales en vigueur dans la société primitive, mais ça évolue aussi vers les suivantes, sont basées sur les relations de l'homme avec les autres hommes, la culture ou l'environnement. Le nombre de ces relations dans leur forme la plus générale est limité. Elles comprennent le sang, la localité, le sexe, l'âge, la génération, le rang et les fonctions culturelles communes. C'est à peu près tout. Le nombre de formes fondamentales d'organisation sociale sera donc également limité et des formes similaires ne manqueront pas d'apparaître en différents endroits. C'est-à-dire que si un peuple, on va dire, dans la forêt amazonienne, et puis un autre dans la savane, et un troisième, on va dire, en Australie, se trouve dans des situations assez proches, eh bien, ils vont inventer des formes de parenté, de socialité, etc., à partir de ces formes de base. Alors, elles pourront être différentes, et c'est pour ça que les cultures sont infiniment différentes, et vont continuer de l'être, d'ailleurs. De nouvelles cultures apparaissent tous les jours, enfin, des sous-cultures apparaissent tous les jours aussi. Et en même temps, elles jouent avec un Rubik's Cube, dont, par contre, effectivement, les combinatoires, elles, étant finies, mais les formes de base, elles, ne le sont pas. Un Rubik's Cube est fait avec des petits cubes. Voilà. Oui, faire un clin d'œil de forme, même si je ne suis pas spécialiste, donc avec le risque de ne pas en dire toutes les subtilités, mais ça me fait penser à une blockchain culturelle. C'est-à-dire comme si nous étions en train d'assembler des petits blocs comme ça, et avec différents types de possibles petits blocs, et que l'information passe et qu'elle donne des résultats différents. Voilà, c'était une analogie que je venais en t'écoutant aussi. Mais je t'ai interrompu. Non, mais c'est tout à fait. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, on peut passer d'une discipline à une autre et on retrouve des modes de fonctionnement cognitif qui permettent de construire du sens. Donc, dans un premier temps, il était nécessaire de s'émanciper de certaines visions pseudo-unitaires, pseudo-universalistes. Et je comprends par exemple que certains pays aient ressenti à un moment le besoin de contester la notion de valeur occidentale. Moi, j'étais en Asie à l'époque où les premiers ministres de la Malaisie et de Singapour contestaient les valeurs occidentales. Ce qui est intéressant, c'est que quand on retourne dans ces pays une ou deux générations plus tard, le point de vue des personnes plus jeunes est tout à fait différent. Et ils disent, nous, la liberté, on veut bien, on a envie de choisir nos études, qui on veut épouser, quel métier on veut faire. Oui, on aimerait bien. C'est pas juste bon pour les New-Yorkais, quoi. Nous aussi, on y a droit. Et puis, je vais prendre un autre exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé, mais très, très fréquemment dans des ateliers interculturels avec des gens venant de continents, cultures différentes. Et on mettait, entre guillemets, à plat toutes les règles possibles du travail ensemble sur le temps, la relation à qu'est-ce qu'on pourrait dire, la prise de décision, le fait de dire les choses, la communication implicite ou explicite, etc. Et on posait tout comme si c'était une espèce d'une grande table de cuisine, quoi, en fait, en disant, bon, quels sont les ingrédients qu'on va choisir aux différentes étapes d'un projet. Et par exemple, on avait un Malaisien ou une personne d'origine asiatique qui disait, pour nous, l'empathie, les relations, c'est vraiment important. Donc, pour l'expression des besoins, nous allons savoir créer une relation de confiance avec le client qui va nous exprimer son besoin. Parfait. Et puis, alors je caricature, mais voilà, pour montrer comment on peut jouer avec tout ça.
Deuxième phase, on aura quelqu'un peut-être issu d'une culture très analytique, un Allemand, un Américain, qui vont savoir extraire et catégoriser et ranger les données recueillies par la première personne et qui utiliseront, n'est-ce pas, une autre façon de penser, beaucoup plus analytique et qui va ranger ses besoins dans des tableaux, etc. Puis, eh bien, peut-être qu'on va mettre en place, je ne sais pas moi, la raison d'être du projet. De nouveau, il faudra les communiquer et les personnes qui seront peut-être plus dans l'empathie sauront le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes autour de la table comprenaient qu'en fait, on n'est pas prisonnier d'une culture. Alors moi, j'aime bien aussi, il y a une image que j'aime beaucoup utiliser, c'est de dire, vous savez, voilà, nous avons des comportements, c'est comme un jeu de cartes qu'on a dans la main. On a du pique, du cœur, du carreau, du trèfle. Et peut-être que par habitude, on finit par s'identifier à l'une des cartes. On dit, moi, je suis carreau. Mon identité, c'est carreau. Hein, non. Ah, tu vois, dans ta main, tu as aussi du cœur, du trèfle. D'ailleurs, quel est l'atout? Qu'est-ce qui est posé sur la table? C'est du trèfle. Il vaut mieux jouer du trèfle si tu veux gagner ta manche. Et donc, quand j'apporte ça comme ça par ma petite analogie toute bébête du jeu de cartes, tout d'un coup, les gens comprennent qu'en fait, oui, si je suis japonais, je peux peut-être me comporter de telle façon en famille, et puis dire que le temps est cyclique, etc. Mais dans l'entreprise, le temps n'est pas cyclique, il est linéaire. Il y a hier, aujourd'hui, demain. J'ai une demi-heure pour faire telle tâche, et je dois remplir un agenda. Et si je suis en Chine et que je veux construire un pont, je vais utiliser certaines catégories. Mais rentrer à la maison, je peux, entre guillemets, changer de logiciel. Ce qui m'a aidé pour ça, en fait, c'est le fait d'avoir vécu plus de 5 ans aux Philippines. Et c'est un pays où il y a au moins 3 logiciels culturels superposés. Il y a un premier, j'ai passé exprès un logiciel, parce qu'un logiciel, c'est quelque chose que l'on peut coder, décoder, recoder, reconfigurer. Donc la couche de base, c'est une couche asiatique avec certaines façons de communiquer, certaines visions du monde, relations aux autres. L'idée même d'ailleurs que les relations sont très importantes. Sauver la face, on retrouve des tas de points communs avec les cultures chinoises ou japonaises. Et puis les Philippins ont eu 400 ans de colonisation espagnole. Ils ont ajouté une couche de logiciel en plus par-dessus. Et donc au-dessus de la notion de face, c'est ajouté une notion de dignité, d'apparence, de tout un tas de choses qu'on ne retrouve pas du tout, par exemple, chez les Malaisiens ou les Indonésiens, qui sont pourtant très proches culturellement. Donc 400 ans, ça marque évidemment une relation au temps assez compliquée parce qu'il y a un temps asiatique et il y a un temps espagnol occidental chez les Philippins. Donc le dimanche, on est tranquille, on vit dans une espèce d'éternité, mais le lundi matin, à 8 heures, on reprend le travail et on rentre de nouveau dans le temps américain. Et donc le troisième logiciel des Philippins, c'est le logiciel américain. Ils ont été colonisés à partir de 1896 jusqu'en 1948. Les Américains sont arrivés avec leurs méthodes rationnelles, méthodes de projet, façon de communiquer, parfois d'ailleurs vécues un peu brutale par les Asiatiques. Et ce qui est passionnant, c'est la souplesse mentale et du coup comportementale des Philippins qui passent d'un logiciel à l'autre comme on passerait de Linux à Windows, quoi. Enfin, ou comme on passe de iOS de Apple à Samsung, quoi. Pour eux, c'est un switch, littéralement. Ils sont en famille, ils entrent, il y a une certaine façon de se comporter, ils sortent, ils parlent à leurs collègues, etc. On se demande presque si c'est la même personne. Mais en fait, oui, c'est la même personne, mais utilisant différents logiciels. Et parfois, ils les combinent, etc. Et donc, si eux sont capables de faire ça, et en fait, on va voir ça si on va à Londres, à Paris, dans toute grande ville, je dirais, où on va trouver des personnes d'origine diverses, on voit bien qu'en fait, les êtres humains sont parfaitement capables de combiner différentes choses comme ça. Donc, la culture est une recombination permanente. Recombinaison, pardon. En revanche, on ne combine pas n'importe comment. Toute grammaire, en fait, a des lois, n'est-ce pas? Bon, il y a un peu ce qu'on appelle la métalinguistique. Si on veut construire quelque chose avec des indications de temps, il y a le présent, le passé, le futur. Soit par la morphologie du verbe, je suis, j'étais, je serai, ou dans la langue tagalog, la langue des Philippines, on dit je, verbe être, mais devant, derrière, on rajoute quelque chose, ou on redouble certaines syllabes. Donc, on va construire quelque chose concernant le temps, l'espace, les relations aux autres, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'être allé chercher ces lois fondamentales nous donne en fait la liberté de jouer avec à partir du moment où elles sont devenues explicites. Si on dit toute société, par exemple, doit trouver une façon de prendre soin des êtres vulnérables, enfants, personnes âgées, les malades, chacune le fera peut-être à sa façon, mais ça, c'est une loi fondamentale de l'espèce humaine. Ce que je voulais dire, c'était en t'écoutant, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Nous voilà bien. C'était sur la notion de
ah oui, c'est ça, c'est sur la notion de valeur. En fait, ce qui va nous permettre de faire un switch de civilisation, mais au sens global du terme, parce qu'on est quand même embarqué dans une civilisation supra nos civilisations et nos sociétés, de par toutes nos interconnexions et le partage aussi bien d'Internet que des outils, etc., qui créent une méta-culture, c'est que ça fait combien? Ça doit faire 5, allez, 80 ans, 70, 80 ans que des travaux ont été faits sur les valeurs humaines. Après, le temps que ça passe du conceptuel à des théories pratiques, c'est plus récent, ça fait une quarantaine d'années. Mais en gros, on commence à avoir les moyens de parler de nos valeurs, donc de ce qui est fondamental, de ce qui nous structure. Donc, Oui. auparavant, il pouvait y avoir peut-être un déni de ce que c'était ou de comment ça marchait. Ça ne veut pas dire que les valeurs n'étaient pas affichées, mais le mécanisme même des valeurs n'était pas forcément clairement, on n'avait pas clairement à l'esprit. Donc, le fait qu'on sache comment une société ou une humaine ou une société organisation est structurée, notamment avec des valeurs fondatrices qui se déclinent en comportement, etc., qu'on ait conscience de nos différences culturelles et qu'on ait conscience en parallèle aussi des conditions d'existence qui se modifient en fonction de la complexité des organisations humaines, ça va nous permettre d'avoir un terreau à partir duquel on va pouvoir parler tranquillement de nos valeurs et arriver peut-être à parler de celles qui sont en contradiction très profonde et qui se percutent dans nos sociétés, que les sociétés soient une société de pays ou une société d'organisation. Et ce que tu disais sur le switch des Philippins d'un logiciel à l'autre, plus ou moins décidé, plus ou moins conscient, toi, ça a été plus facile à voir parce que tu étais extérieur à ça, donc tu l'as vu de façon plus flagrante. Mais je pense qu'on peut vraiment arriver à ce genre de dialogue parce qu'aujourd'hui, certains mots s'opposent par principe. C'est-à-dire que selon qui le dit, il y a une attribution en fait des notions conceptuelles ou des notions pratiques à l'origine de la personne. Et je suis désolée, mais ça n'a aucun intérêt de savoir si je suis une femme ou un homme, blanche, verte, orange, grande ou pas grande, par rapport à ce qui m'anime profondément. Donc, il faut qu'on arrive à revenir à je peux parler de mes valeurs, je peux te parler à toi, même si tu es différent, et précisément avec intérêt et gourmandise, parce que tu es différent. Et donc, ces valeurs qui vont à un moment donné se confronter, soit en tant que valeur, soit en tant que comportement, si on a une compréhension de la manière dont c'est structuré, ça va nous permettre de les poser tranquillement sur la table en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça qui a l'air d'être franchement opposé. Et s'il y avait une rigole qui permettait de franchir les interstices, ça serait quoi? Et peut-être que ton exemple philippin serait vraiment une belle ouverture pour les personnes sans qu'on se renie pour autant. Parce que ça a été documenté également chez nous, le fait d'appartenir à plusieurs groupes sociaux et de changer de masque social et de comportement, d'attitude, de vocabulaire, de vêtements, etc. Donc ça existe aussi chez nous. Mais je pense que le fait de le rendre conscient permet de plus facilement le piloter et le dialoguer avec l'autre quand c'est en train de se frotter. Alors, oui, quand on parle en fait des valeurs des comportements, bon, il y a deux choses. D'une part, en fait, les valeurs, c'est quand même la couche, je dirais, superficielle, c'est-à-dire c'est ce qui se passe au niveau des cultures. Bon, et dessous, il y a d'autres choses, des faits biologiques, des faits anthropologiques, etc. Les comportements, c'est un peu plus compliqué parce que, et j'ai envie de dire, si j'ai bien compris, je suis en train de parler d'un livre qui fait à peu près 800 pages. C'est énorme, quoi, voilà. Donc, je ralentis un peu avant de dire une grosse bêtise, mais si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, les comportements peuvent être formés par différents types de causes. Et donc, certaines peuvent être biologiques, j'ai faim, je mange, ou sociologiques, je vais épouiller l'autre singe, comme ça je crée une relation d'amitié, et après lui, il viendra me défendre contre les chimpanzés, ou je prends soin du bébé, alors, ou tiens, cette fameuse notion d'instinct maternel qui comporte à la fois une dimension quand même, comment dire, enfin, neurologique, biologique, sociologique, enfin,
c'est multicomposite. Je voudrais juste citer, parce que je trouve que c'est intéressant, ce qu'il nomme les fameux grands faits anthropologiques, qui, selon lui, alors là, sont proprement universels. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on comprend ça, ça donne une idée, je dirais, un petit peu de la grammaire de base. Alors, il y en a certaines qui paraissent tellement évidentes qu'on ne les voit plus, parce qu'on est à l'intérieur. Donc, le premier, c'est ce qu'il appelle l'altricialité secondaire, justement, je l'évoquais tout à l'heure, la dépendance des petits vis-à-vis des grands. Okay, et ça va conditionner un certain nombre de choses, la relation à l'autorité, à la dépendance, l'acceptation de la dépendance tant qu'on est petit jusqu'au moment où on devient autonome. Il y a des oppositions entre fort ou puissant versus faible. Bon, on ne se rend pas compte que c'est une catégorie qui est universelle. Dans toutes les sociétés, il y a la notion de puissant et de faible, ou de dominant dominé, ou de protecteur protégé. Alors, si on étudie l'histoire des religions, de la magie, des spiritualités, on s'aperçoit que, ah oui, tiens, c'est vrai, cette relation dominant, elle a forcément influencé notre relation à ce qui nous entourait, visible ou invisible. Sachant, ignorant, admiré, admirateur, grand, petit. Encore plus simple, haut, bas. Moi, ça a été intéressant quand j'ai commencé à prendre des cours de mandarin. Je me suis aperçu que, voilà, on avait un dessin avec une maison et on regardait qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, à droite, à gauche. La notion de symétrie dans un corps, il est bien divisé selon un axe droite-gauche. Il y a devant, derrière. Et en fait, ah oui, tiens, c'est vrai, ça, c'est quand même des conceptions effectivement universelles. C'est des faits anthropologiques invariants, quoi. Voilà, il y a du haut et du bas. Différenciation des sexes, oui, voilà, elle est là. Et elle va conditionner aussi, alors du coup, et c'est là que c'est intéressant de voir comment, à partir de cette couche de faits anthropologiques, se construisent des lois, puis d'autres choses. Eh bien, la division du travail, elle commence par la division des sexes, mais après, avec l'histoire de l'humanité, elle a pris, comment dire, enfin, une accélération incroyable, au point qu'aujourd'hui, un des métiers les plus recherchés, n'est-ce pas, par les jeunes à un certain moment de leur vie, c'est les conseillers qui vont les aider. Comment choisir un master quand vous avez 7000 masters possibles en France? Et je ne parle pas du reste de l'Europe. Bon, quel métier faire? Eh bien, la division du travail est devenue d'une complexité folle. Bon, qu'est-ce qu'il explique encore? Alors, évidemment, la notion de longévité. Le fait qu'on vit très longtemps, ça veut dire que d'abord, on va être en contact avec plusieurs générations depuis notre enfance, et puis le fait aussi qu'on va accumuler de l'expérience tout au long de notre vie. Et comme en plus on accumule celle des autres, l'espèce humaine a effectivement du coup une espèce de répertoire d'expériences et de connaissances extrêmement vaste. Voilà, ça c'était quelques-uns des exemples qu'il donnait et qui sont effectivement universels. Alors, ce que je te propose peut-être, c'est de nous diriger vers la fin de l'entretien, et pour ça que tu puisses réfléchir peut-être en petite minute de silence, mais qu'est-ce qui finalement, quel est le message clé que tu auras envie de faire passer? Soit le sien, celui de l'auteur, soit le tien, soit les deux. Mais quelle serait pour toi la pépite essentielle que tu aimerais partager en guise de conclusion à ce moment? Une des choses peut-être les plus importantes que j'en retiens, c'est que nous sommes en train d'arriver à un moment où se produit véritablement une forme d'unification de la connaissance sur le vivant. Et je dirais une interconnexion des savoirs. Et je trouve que c'est fascinant parce que je vois bien qu'on est tout au début. Et je me dis c'est vraiment prometteur et j'ai hâte de voir la suite. Y compris des réfutations de ce que lui avance dans ce livre, peu importe, mais on voit bien qu'à travers ce livre, il fait avancer la connaissance. Et si demain il est réfuté, etc., ce sera de toute façon pour aller en avant et pas en arrière. Bon, donc ça, c'est une première chose. Ça m'aide aussi, ce livre me donne des outils. Dans certaines discussions, j'ai eu récemment un échange avec quelqu'un. J'avais publié, je m'étais amusé à publier sur Facebook un petit texte qui parlait du langage, le fait que de ne plus utiliser justement le temps, la grammaire, etc., c'est une forme d'appauvrissement. Et un de mes amis rétorquait en me publiant une sorte de contre-vidéo en disant oui, mais tout ça, c'est de la nostalgie, c'est une approche un peu réactionnaire, le langage évolue, et on ne va pas l'empêcher d'évoluer. Et j'ai fait un pas en arrière en disant attention, je ne m'inscris pas dans ce débat-là de savoir si c'était mieux avant, si ce sera mieux demain, ou tout évolue donc tout va bien. C'est pas ce débat-là dans lequel je m'inscris. Je pose juste la question de savoir est-ce qu'on va vers plus de complexité, et donc on va acquérir plus d'outils pour décrire les situations que nous vivons, émotionnelles, cognitives, les situations de vie, ou est-ce que nous perdons des mots et des capacités à décrire ce que nous vivons?
Et donc, je trouve que ce livre, comme ceux de Descola, enfin, ça enrichit tout ça. Il nous donne des outils pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, du coup, peut-être pour être un peu plus libre cognitivement, pour être plus capable de prendre du recul, non pas pour nier les différences, non pas pour nier la relativité, mais pour travailler avec, je dirais, les composants du vivant, pour ensemble, de manière libre et concertée, peut-être construire un futur différent. Merci. Je rebondis avant de conclure avec toi. George Orwell l'avait quand même bien signalé, les dangers de la novlangue. Donc la question, en effet, n'est pas d'avoir, dans ce propos que j'ai lu et que j'ai eu partagé également, la question n'est pas d'être passéiste dans notre point de vue, c'est de dire que plus nous avons une richesse de mots et de capacités grammaticales à nous exprimer, plus on peut déployer une pensée. Et le risque, au prétexte d'inclusion, parce que c'est surtout là que c'est passé, de dire si on simplifie le langage, ça permet d'inclure plus de gens, c'est faux, parce que ça leur réduit les possibles. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de nous donner l'appétit de grandir dans cet arbre nouveau d'un autre vocabulaire et d'une autre langue. Ça, oui. Mais réduire les mots pour s'exprimer, c'est ça qui est facteur de violence et qui ne permet pas une expansion de pensée. Donc, je te remercie pour ce point-là. Par contre, comme on change d'éléments, peut-être qu'il y a un temps pour qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on invente de nouveau, mais sans non plus créer des néologismes vides de sens qui auraient juste pour effet d'être des néologismes pour répondre à un effet phagocyteur de notre marketing ambiant. La question, c'est de dire quels sont les mots dont on a besoin pour décrire un réel qui se complexifie et gardons déjà toutes les subtilités que nos langues permettent. Et donc, Oui. pardon. Et ce pourquoi j'ai vraiment beaucoup de gratitude envers Bernard Lahire et donc ce livre, c'est qu'il enrichit notre vocabulaire de mots, j'ai presque envie de dire non seulement de mots, mais donc de concepts et d'outils conceptuels qui, enfin je l'espère en tout cas, devraient permettre aux chercheurs d'agrandir encore plus le domaine de la science et de la connaissance. Et ça, je crois que c'est très utile. Et un dernier point, qu'est-ce qui t'a touché dans cet ouvrage et en quoi ça a changé ton regard sur ton réel d'aujourd'hui? Ça m'a rassuré sur la légitimité qu'il y a à rechercher, j'ai envie de dire, tiens, ben voilà, du trans-universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non pas d'universel pré-relativiste, mais post-relativiste. Désolé pour les grands mots. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça me rassure sur la légitimité qu'il y a à chercher à construire avec les autres un système dans lequel on reconnaît la légitimité de chacun. Bien sûr, on reconnaît les différences et au-delà de ces différences, on décide de construire ensemble des systèmes vivants et vivables surtout. Et ça, je trouve que c'est un chouette message. Je te remercie sur ce beau message, cette belle notion d'espoir et merci pour cette lecture singulière qui t'a touché. Merci Avec à toi. plaisir.